Je voudrais d'abord avoir un mot pour mon équipe, Aziza, Cassandra, Radi et Sophie, qui m'accompagnent et qui ont permis que la soirée se réalise, parce qu'on parle beaucoup d'un ou d'une députée, mais sans une équipe autour d'un député, c'est pas possible de travailler. Donc je voudrais ce soir ici qu'on puisse les applaudir et leur rendre hommage parce qu'elles m'accompagnent quotidiennement. Je voudrais aussi avoir un mot pour une personne que vous avez vue pendant la campagne, qui s'appelle Juliette, qui est là au milieu, qui était ma directrice de campagne, qui est l'attachée de presse du groupe et qui a fait beaucoup et qui continue. Elle ne fait pas partie officiellement de l'équipe au niveau salarial, mais elle travaille beaucoup pour moi, elle m'aide beaucoup, donc je voudrais aussi la remercier ce soir. Et puis, évidemment, un remerciement aux militantes et aux militants qui, chaque semaine, sont sur les marchés, m'accompagnent, me soutiennent et sont à mes côtés dans les moments faciles et pas faciles. Donc, encore une fois, là aussi, un député, c'est des militantes et des militants. C'est à la fois des gens avec qui on tracte et qu'on milite, mais c'est aussi un côté fraternel, solidaire, qui permet de tenir dans les moments de lutte. Donc, encore une fois, aussi, merci à vous d'être en permanence à mes côtés. Je vais évidemment vous livrer mes vœux de bonheur pour l'année 2024, de joie, de prospérité, de réussite. C'est l'exercice traditionnel. Mais ce soir, j'avais surtout envie d'évoquer avec vous ce que sera l'année 2024, ce qu'on souhaite en faire collectivement. Moi, je souhaite que ce soit une année au service de l'intérêt général, au service du bien commun, au service des habitants de la Seine-Saint-Denis et des 4 villes de la circonscription qui m'ont fait confiance il y a maintenant quasiment 2 ans, et que ce soit une année aussi au service de la paix. Il était pour moi impossible de commencer ce soir sans un mot pour la Palestine et pour le peuple palestinien. Et je tenais depuis cette permanence à leur adresser tout mon soutien, y compris en votre nom, où on a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de personnes qui sont massacrées chaque jour par l'armée israélienne. Oxfam a donné un chiffre qui fait froid dans le dos. 250 Palestiniens sont aujourd'hui tués chaque jour sous les bombes israéliennes. Et en tant que parlementaire, je l'ai souvent dit, mais j'ai honte du silence complice de la France, de son silence coupable, de refuser de condamner ce que fait le gouvernement israélien. Il faut mesurer ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron a mis 1 mois et demi pour oser prononcer une phrase « cessez-le-feu », comme si cette phrase était taboue et qu'elle n'était pas dans le langage du président de la République. Au bout d'un mois, on avait déjà plus de 15 000 personnes qui étaient mortes sous les bombes de l'armée israélienne. Et heureusement que nous avons eu ces dernières semaines, ces derniers jours, un pays, l'Afrique du Sud, qui a redonné de l'espoir à la fois au peuple palestinien, mais à toutes les militantes et tous les militants qui se battent pour la paix dans le monde. Moi, je veux dire ma fierté d'avoir vu un pays comme l'Afrique du Sud, c'est pas anodin, qui a vécu l'apartheid, qui a vécu des politiques suprémacistes blanches, racistes, où on a eu des dizaines de personnes qui ont été assassinées en raison de la couleur de leur peau, qui a porté une procédure devant la Cour internationale de justice. Et encore une fois, la France n'a pas été à la hauteur. Le traitement médiatique qui a été fait à la procédure devant la Cour internationale de justice est un scandale absolu. La plaidoirie du jeudi, qui était celle de l'Afrique du Sud, n'a été retransmise en direct quasiment par aucun média français. Celle du vendredi, qui était celle menée par l'État d'Israël, a été suivie en direct, par exemple, sur des live tweets et des commentaires par France Info. Donc il y a eu un parti pris des médias français sur cette plaidoirie-là. Et la France aurait dû relayer, 1, cette plaidoirie, et 2, le gouvernement français aurait dû appuyer la procédure de l'Afrique du Sud. D'autres pays, heureusement, ont du courage politique. La Belgique est en train de bouger. J'ai vu que le Chili et le Mexique avaient saisi à leur tour, eux, la Cour pénale internationale pour dénoncer ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Palestine, y compris dans les territoires occupés, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où on a des gens qui sont en train de massacrer des civils, les expulser de leur maison, prendre possession de leurs biens, au nom d'une politique coloniale qui est absolument inacceptable. Et enfin, sur ce sujet-là, je pourrais en dire beaucoup, mais voilà 10 ans, quasiment, que les parlementaires français, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont voté pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. 10 ans que les représentants du peuple français se sont exprimés en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine. Et aujourd'hui, moi je demande à ce qu'Emmanuel Macron fasse ce geste symbolique dans un moment où les Palestiniennes et les Palestiniens ont besoin de tous les appuis, qu'ils soient moraux, politiques, économiques, pour continuer à survivre. Parce que nous parlons de la survie du peuple palestinien. Et moi, je souhaite que le président de la République reconnaisse l'État de Palestine. Nous avons besoin d'envoyer un message à destination du peuple palestinien. Et des sanctions,
doit être prise. Car les déclarations et les mots ne suffisent pas aujourd'hui. Quand vous avez un bilan qui est pas celui qu'on nous présente dans les médias, l'ensemble des experts, y compris militaires, qui ne sont pas des porte-parole de la France insoumise, ni de la défense du peuple palestinien, disent aujourd'hui que le bilan va être beaucoup plus lourd. Parce qu'il y a des dizaines de personnes, des milliers de personnes sous les décombres. Et quand on mène une guerre au sein d'une ville, au sein de collectifs qui sont des collectifs urbains, le décompte est terrible au lendemain de la fin de la guerre, quand on va chercher les corps sous les décombres. Et la France doit prendre des sanctions. Elle a des moyens. Elle peut, par exemple, cesser de commercer avec l'État d'Israël sur la question des armes et de la coopération militaire. La France va présider le Conseil de sécurité de l'ONU dans quelques semaines. Elle peut porter une résolution pour exiger un cessez-le-feu immédiat. La France peut demander au Conseil de l'Europe de cesser l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Nous avons les moyens aujourd'hui d'agir pour stopper cette dérive qui pose la question de l'impunité de l'État d'Israël. Plus de 70 ans que les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées, que le droit international est piétiné, que l'ensemble des sanctions qui sont prises contre l'État israélien sont balayées d'un revers de main avec un soutien appuyé, il faut le dire, des États-Unis d'Amérique qui se sont couverts de honte il y a quelques semaines. Vous avez sans doute vu cette image où nous avions le représentant des États-Unis au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui était là pour lever la main, pour s'opposer à une résolution pour un cessez-le-feu immédiat. Et cette main-là, elle a condamné à mort des dizaines de millions de personnes, de milliers de personnes, pardon. Et moi, je considère qu'il faut continuer. Nous allons continuer à nous mobiliser. Il y aura une initiative à Noisy-le-Grand dans quelques jours qui va se tenir le 28 février, le 28 janvier, pardon, devant la mairie sur la question de ces visages qui sont aujourd'hui assassinés et massacrés à Gaza. Il y a un collectif national pour une paix juste et durable qui s'est aussi créé à Noisy-le-Grand. Une initiative va aussi se tenir à Neuilly-sur-Marne. On est en train de la construire avec les camarades. Moi, je vous invite vraiment à venir aux mobilisations le samedi, à participer partout sur les villes de la Circo et ailleurs, à toutes les initiatives qui permettent aujourd'hui d'imposer un cessez-le-feu. C'est l'urgence absolue pour nous. Aujourd'hui, de toutes celles et ceux qui viennent mener des opérations d'intimidation, qui viennent menacer, qui viennent nous qualifier d'être des antisémites. Regardez nos prises de position, regardez nos prises de parole. Pas un d'entre nous ne parle de religion, pas un ne parle d'État juif, comme l'a fait le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. La question aujourd'hui qui se pose est une question politique et il faudra qu'il y ait une réponse politique pour que ce conflit cesse et pour que le peuple palestinien retrouve son État et droit à l'autodétermination. Et en tout cas, aucune menace, aucune intimidation. Nous nous ferons céder dans la bataille que nous menons pour la défense du peuple palestinien. J'ai évoqué la honte que fait la France par ses positions à l'international. Mais Emmanuel Macron fait aussi honte en notre pays avec les lois qu'il mène à l'intérieur de notre République. Évidemment, impossible pour moi en tant que parlementaire de la Seine-Saint-Denis de ne pas évoquer ce soir la loi dite, et je mets des gros guillemets, contrôle de l'immigration qui a été votée avec l'appui des députés du Rassemblement national et de la droite il y a quelques semaines. J'étais avec beaucoup d'entre vous ici mobilisés dimanche à Paris contre cette loi. J'ai été aussi mobilisé le 14 janvier dernier avec les collectifs de sans-papiers. D'autres mobilisations vont se dérouler. Et là aussi, je vous invite à vous mobiliser jusqu'au retrait de cette loi. Une loi qui, je le dis, fait honte au pays parce qu'elle fait rentrer dans le droit français des pans entiers du programme de Jean-Marie Le Pen. Cette loi, c'est la 117e depuis 1945. C'est la 30e depuis 1980. C'est la 4e depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et c'est une loi qui est une loi raciste et xénophobe. Un racisme qui est entretenu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui depuis 1 an et demi nous parle de cette loi, a dressé les gens les uns contre les autres, a montré du doigt des personnes, à tel point qu'il a été, dans un média, sans aucune preuve, accusé Karim Benzema d'être le relais des frères musulmans dans ce pays. Je profite ce soir de cet événement pour apporter aussi mon soutien à Karim Benzema qui a attaqué en justice à la fois Éric Zemmour et Gérald Darmanin pour des propos qui sont absolument scandaleux, qui témoignent d'un racisme terrible mené par le ministre de l'Intérieur. Et cette loi, elle s'est aussi construite, je l'ai vu au cours des débats, au cours des échanges, sur un trait commun qui liait la majorité, la droite et l'extrême droite, qui était la haine de notre département, la Seine-Saint-Denis. Quand il y a eu le problème au Stade de France, c'était les habitants de la Seine-Saint-Denis. Quand une usine ferme, Éric Zemmour nous explique presque que c'est la faute de la Seine-Saint-Denis. Quand il n'y a pas assez de logements dans ce pays, c'est les habitantes et les habitants de Seine-Saint-Denis.
Moi, je veux dire que je suis fier d'être un député de Seine-Saint-Denis. Je suis fier d'être un député de vous, de ces personnes de cette circonscription qui sont essentielles au pays, qui sont certes pas des actionnaires, mais qui passent pas leur vie à spéculer, à briser la vie des autres d'un trait de plume pour gagner plus d'argent, mais qui tiennent le pays debout, qui conduisent nos transports en commun, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans nos commerces de proximité. Et vous êtes 10 000 fois plus républicains que les Zemmour, Ciotti, Le Pen et Darmanin. Et c'est très fier pour moi d'être aujourd'hui votre député et de porter votre voix à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la loi, vous la connaissez, on en a déjà beaucoup discuté, mais quand même, la préférence nationale et le fait de remettre en cause le droit du sol, de s'attaquer aux étudiants étrangers, de cibler l'aide médicale d'État, ce sont des dispositifs qui sont absolument hallucinants. Comme parlementaire, j'aurais jamais imaginé voir ça. La remise en cause des aides au logement, par exemple, c'est revenir en cause sur un principe qui date de 1946, qu'on appelle l'inconditionnalité et l'universalité des aides. C'était dans le droit français depuis 1946. Et aujourd'hui, les macronistes, encore une fois, avec l'aide de l'extrême droite, contrairement à ce qu'ils veulent dire, sont venus voter cette loi et supprimer des droits qui permettent simplement aujourd'hui à des gens, non pas de vivre, mais déjà de survivre. Je veux dire un mot sur l'aide médicale d'État, parce que nous avons des expériences en Europe, des conséquences de la suppression de l'aide médicale d'État. L'Espagne l'a supprimée sous le gouvernement Aznar en 2012. Elle a été rétablie par la gauche en 2018, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une explosion des maladies. Une explosion des maladies. Et moi, je salue aussi les nombreux médecins qui ont pris position pendant les débats sur la loi immigration pour dire qu'ils n'appliqueraient pas cette disposition et qu'ils continueraient à soigner les gens, quelle que soit la couleur de peau, leur religion, leur situation. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui de laisser crever des gens sur le bord de la route parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, parce qu'il n'y a pas la bonne date sur les papiers ou parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent des autres pays? Pour nous, c'est absolument inacceptable. Et on nous a expliqué que s'il n'y avait plus de place à l'hôpital public, que si le service public hospitalier était en difficulté, c'était la question de l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, je donne deux chiffres. C'est 0,4% des dépenses de la sécurité sociale. 0,4%. Et on nous a dit, mais les gens fraudent et viennent en France pour l'aide médicale d'État. D'abord, quand vous choisissez de franchir la Méditerranée sur un radeau, vous ne savez pas si vous allez mourir au bout de 10 km, vous ne regardez pas ce que permet de faire l'AME. Vous partez parce que vous fuyez des pays en guerre, vous fuyez la misère, les persécutions, les questions de réchauffement climatique. Et les questions de fraude à l'AME, les derniers chiffres qu'on a, c'est 58 cas de fraude à l'AME sur une année. C'est 500 000 euros. Moi, j'ai répondu, mais quand on parle, vous faites une loi parce que ça coûte 500 000 euros et qu'il y a 58 cas de fraude. Quand on parle d'évasion fiscale et qu'il y a 100 milliards d'euros qui partent des caisses de l'État pour aller dans les paradis fiscaux, il n'y a aucun parlementaire de droite, d'extrême droite ou de Macronie pour faire une proposition de loi pour aller chercher l'argent de ces gens-là qui aujourd'hui manquent aux caisses de l'État et permettrait d'avoir un service public hospitalier de qualité. Et cette loi, elle a été construite sur un principe que nous connaissons toutes et tous, qui est celui de diviser les gens, de les monter les uns contre les autres. J'ai évoqué les médecins, l'hôpital et la question avec l'AME. On nous a dit qu'il n'y a plus de place dans les universités, s'attaquer aux étudiants étrangers et augmenter les frais, ce qui leur permettra de ne pas venir, à part les plus fortunés, ce qui fera encore une fois un tri social, y compris sur les étudiants étrangers, ça va résoudre les problèmes de l'université française. On nous a dit on va réduire les aides au logement parce que les Français n'arrivent pas à se loger, donc ils auront plus de place. Mais qui peut croire que toutes ces questions-là vont régler les problématiques que nous connaissons dans le pays? Je le dis ici ce soir, c'est très important de le rappeler partout. S'attaquer aux droits des plus fragiles ne va jamais améliorer le droit des autres. S'attaquer aux droits des plus précaires, aux droits des exilés, aux droits des réfugiés, ne va jamais améliorer le droit des autres citoyens de ce pays. Et n'oublions jamais que les politiques migratoires sont toujours le laboratoire du pire. Et demain, ce seront les droits des autres citoyens de ce pays, celles et ceux qui ont la bonne couleur de peau, pour reprendre les mots d'une certaine partie de la catégorie de la classe politique, qui seront attaqués. Donc il ne fallait pas céder sur cette loi-là, qui est une loi, je le dis encore une fois, raciste et xénophobe. Et pour répondre à celles et ceux qui nous ont accusés d'avoir fait voter une motion de rejet préalable pour faire tomber le texte en disant ça a été pire après. L'issue aurait été la même. Il y aurait un accord entre la droite et l'extrême droite. Ce que nous avons évité au pays, c'est 15 jours de débat raciste. J'ai passé 15 jours en commission des lois avec des députés du Rassemblement national, de la droite et des macronistes à parler de cette loi-là. Ils avaient même écrit des amendements dans l'exposé des motifs parce qu'ils ne pouvaient pas écrire dans l'amendement pour entrer dans la loi. On avait des amendements qui étaient déposés qui disaient ça ne doit pas on doit viser les citoyens algériens.
Voilà ce qu'il y avait écrit dans les amendements déposés par des députés de droite, même pas d'extrême droite. Ceux qui se disent de la droite républicaine ont déposé des amendements qui étaient des amendements racistes. Et nous avons eu raison d'infliger cette défaite au gouvernement qui permet aussi derrière de poser les bases d'une mobilisation politique dans le pays. Parce que partout où nous nous déplaçons, nous rencontrons beaucoup de fraternité et de solidarité. Et il y a un gouffre entre l'espace médiatique, les atmosphères des plateaux télé, la classe politique de ce pays et l'ensemble de la solidarité des citoyennes et des citoyens partout sur les territoires qui n'acceptent pas qu'en bas de leur rue, il y ait quelqu'un qui n'ait pas à manger, qui dorme dehors. Personne n'accepte ça et nous avons raison. Et là aussi, il faudra continuer à se mobiliser pour faire tomber cette loi qui, encore une fois, fait honte à notre pays. Et la France mérite mieux que les délires racistes d'un ministre de l'Intérieur déjà en campagne présidentielle. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai déjà évoqué au travers de la loi immigration, c'est la question du logement. Et ces dernières semaines, nous avions vu quel était le comportement du gouvernement d'Emmanuel Macron, de ses ministres, mais y compris de ses militantes et de ses militants. Vous avez peut-être suivi, mais une délégation de parlementaires de la France Insoumise et des membres d'Europe Écologie Les Verts sont allés dormir sur un campement qui avait été monté par le droit au logement il y a déjà plusieurs jours, puisqu'il a été monté au moment de Noël. Et c'est à la demande des militantes et des militants du droit au logement que des parlementaires sont allés passer une nuit dehors pour alerter sur la situation. Et on a vu se dessiner une polémique instrumentalisée, créée de toutes pièces par des militants macronistes, parce que certains députés étaient allés boire un café qui se trouvait en face du camp Bandudal. Aujourd'hui, la réalité de ce pays, c'est que les macronistes sont plus intéressés par savoir où les députés insoumis et écologistes boivent des cafés que de savoir que des gens meurent à la rue. Nous sommes déjà, depuis le 1er janvier 2024, à 31 morts à la rue dans ce pays. 31 morts à la rue depuis le 1er janvier. C'était plus de 600 en 2022. La Seine-Saint-Denis n'est pas épargnée par ce fléau du mal logement. J'ai ressorti les chiffres, les derniers que nous avons le 15 janvier, dans le département de Seine-Saint-Denis. Ce sont 525 personnes qui ont dormi à la rue. 200 enfants, dont 54 qui avaient moins de 3 ans. 500 personnes à la rue dans le 93, le 15 janvier dernier. Nous sommes dans un pays où nous avons 330 000 SDF. C'est 30 000 de plus que l'an dernier. Ce chiffre a été multiplié par 2 depuis 2012. Nous avons chaque nuit 3 000 enfants qui, là aussi, dorment à la rue. Et je veux profiter de ce moment pour saluer la directrice d'école qui, à Toulouse, a mis à disposition son école pour faire en sorte que des enfants ne passent pas la nuit dehors. Et elle est aujourd'hui attaquée par la direction de l'Éducation nationale qui lui reproche d'avoir utilisé l'école pour simplement permettre à des gamins de ne pas dormir dehors. Ça vous dit long sur aujourd'hui l'état du pays. Et ça me permet de rappeler quand même qu'Emmanuel Macron, au-delà de la politique libérale qu'il mène, est le champion des promesses non tenues. Au lendemain de son élection en 2017, il avait eu ces mots très forts où il avait dit « Plus personne ne dormira à la rue avec moi comme président de la République ». Force est de constater que, une fois de plus, entre les paroles et les actes, il y a une différence. La politique du logement sous Emmanuel Macron, c'est d'abord une ponction dans ce qu'on appelle les caisses d'action logement, qui est un organisme qui permet aux salariés de se loger. C'est depuis que moi je suis parlementaire, 2 lois déjà votées pour permettre aux propriétaires d'augmenter les loyers de 3,5%. Et c'est une loi qu'on a dit, loi Kasbarian, qui est une loi anti-squat, qui criminalise celles et ceux qui sont aujourd'hui dans les logements, qui criminalise les associations qui apportent de l'aide à celles et ceux qui ont du mal à se loger. Et c'est aussi le symbole des ravages du capitalisme. Parce que si pour certains, le logement est un besoin, pour d'autres, c'est un bien spéculatif qui leur permet de faire de l'argent. Dans ce pays, 3,5% des personnes possèdent 50% du parc en location et 0,1% possèdent au minimum 20 biens. Nous avons une accumulation de logements souvent vides entre les mains de quelques-uns qui préfèrent les louer sur des plateformes que de les mettre à disposition de celles et ceux qui en ont besoin, y compris des gens qui aujourd'hui travaillent et dorment à la rue. À Paris, c'est 130 000 logements qui sont aujourd'hui vides. 10% du parc immobilier parisien est vide. À l'échelle du territoire national, c'est 3 millions de logements qui sont vacants. Et nous avons de notre côté des maires, et souvent des maires de droite, qui viennent nous faire des grandes leçons sur les respects de la loi et sur le respect de la République, qui sont les premiers à ne pas respecter la loi en termes de logement, puisqu'ils refusent d'appliquer une loi qu'on appelle la loi SRU, qui fait que 25% de votre parc de logement sur la commune est du logement social à plusieurs niveaux, mais c'est du logement social. On a aujourd'hui des maires
des communes les plus riches de France, qui préfèrent payer des impôts et des amendes que d'accueillir simplement des travailleurs ou des gens qui ont besoin d'avoir un logement social. Nous avons des propositions très claires. Nous allons déposer dans quelques jours une proposition de loi pour réquisitionner les logements vides qui est menée par mon collègue député de Haute-Garonne, François Piquemal. Nous avons aussi une proposition de loi dans les cartons pour sanctionner les maires qui ne respectent pas la loi SRU. Nous avons assigné la Première ministre devant la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'on demande que les personnes qui soient à la rue soient mises à l'abri et que l'État débloque des places d'hébergement d'urgence pour permettre à ces gens-là de ne plus dormir à la rue. Et le fait que le président de la République ait eu 2 heures de conférence de presse sans un mot pour ces personnes-là, le fait que nous ayons un nouveau gouvernement sans ministre du logement, du plein exercice, alors que c'est la pire crise du logement dans ce pays depuis des dizaines d'années, en dit long sur le mépris d'Emmanuel Macron pour celles et ceux qui sont en souffrance. Et là aussi, nous mènerons la bataille pour imposer d'autres choix et sortir du logement des logiques immobilières, spéculatives et marchandes qui condamnent à la mort des dizaines de personnes chaque année dans notre pays. Un mot sur ce gouvernement. Nouveau gouvernement mené par Gabriel Attal. Un gouvernement quand même où nous avons 14 ministres, 8 qui viennent de l'UMP ou des Républicains, 6 qui étaient opposés au mariage pour tous. Une fois qu'on a dit ça, on a quand même fixé le cap politique d'un gouvernement. C'est à droite, toute, mais une droite réactionnaire, radicalisée et assumée. Et c'était intéressant de voir les commentaires, notamment des députés d'extrême droite sur Gabriel Attal. Ils se sont succédés sur les plateaux télé pour se féliciter de son rôle en tant que ministre de l'Éducation, sur la reprise des propositions sur la tenue, sur la question de l'abaya. Gabriel Attal est un ministre de l'Éducation qui a repris des propositions de l'extrême droite. Et il y a eu une opération un peu de communication autour de Gabriel Attal. On l'a présenté comme un peu le nouvel Emmanuel Macron, c'est-à-dire un jeune Premier ministre qui est celui du renouveau, qui allait changer beaucoup de choses. Gabriel Attal, il a grandi dans 15 km². C'est ça le parcours de Gabriel Attal, de cabinet ministériel à ministre, à député et aujourd'hui à Premier ministre. Et puis on nous a vendu Gabriel Attal comme le ministre qui allait amener. Lui-même a dit j'amène l'éducation avec moi à Matignon. Et son premier déplacement, c'était devant un établissement scolaire avec un petit mégaphone. Je me rappelle parce que j'étais sur BFM et les journalistes étaient là en train de se dire mais waouh, ce Premier ministre avec un mégaphone quand même devant un établissement scolaire, c'est quand même quelque chose de nouveau. Il faut dire que j'ai quand même une pensée pour les journalistes parce que pour passer 4 jours à commenter un camion de déménagement qui passe devant le bureau de Gabriel Attal, c'est un peu compliqué à meubler, donc il faut essayer de faire des choses. Mais c'est pour vous dire que moi j'ai posé la question, qu'a fait Gabriel Attal pour l'école publique dans ce pays? Qu'a fait Gabriel Attal pour le manque de professeurs? Gabriel Attal, c'est pas nouveau son engagement contre l'école publique. C'est quand même lui qui a porté comme député la réforme de Parcoursup qui organise le tri social. C'est lui qui a mis en place le SNU. C'est lui qui a quand même appuyé une loi de finances de 2024 qui supprime plus de 2600 postes d'enseignants dans ce pays. Et enfin, comme ministre de l'Éducation, il aura quand même marqué son passage par sa première prise de parole publique, c'est sur la question de l'abaya, qui était une polémique raciste, là aussi utilisée pour faire une diversion. Je donne les chiffres, 12 millions d'élèves dans ce pays, 300 cas d'abaya signalés le jour du décompte fait dans les écoles et 70 personnes qui ont refusé de l'enlever à la demande des chefs d'établissement. Donc 70 personnes, 12 millions d'élèves. Voilà le choix de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, il revient avec une proposition qui est celle qui est portée par Marine Le Pen, mais qui était déjà portée par Jean-Marie Le Pen, sur la tenue à l'école, sur l'uniforme à l'école. Les députés du RN ont déposé d'ailleurs il y a quelques mois, dans leur cadre de leur niche parlementaire, une proposition de loi sur l'uniforme. Nous avions déjà débattu de ça. Et Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, a dit que c'est un formidable élément pour gommer les inégalités. Moi, j'ai du mal à voir comment, avec une tenue sur une ou un élève, nous allons gommer des inégalités. J'ai d'ailleurs découvert que plusieurs écoles de Neuilly-sur-Marne étaient candidates pour accueillir ce fameux projet de tenue. Moi, je crois que la priorité, pour nous, pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents, en Seine-Saint-Denis, un département où sur l'ensemble de la scolarité, un élève perd 1 an par rapport aux autres départements français, c'est quand même d'avoir plus de profs, plus d'AESH, plus de moyens à l'école, d'avoir une cantine qui soit gratuite pour tous les enfants. Ça, c'est la priorité. En 2023, c'est pas vieux, à la rentrée de septembre, il manquait dans 60% des lycées et des collèges de la Seine-Saint-Denis au moins un enseignant au début de la rentrée scolaire et il manque toujours des professeurs. Et si on veut lutter
contre les inégalités scolaires, c'est d'abord lutter contre le séparatisme scolaire. Nous avons eu un exemple avec la nouvelle ministre de l'Éducation. On va voir combien de temps elle va réussir à tenir, puisque c'est un jour une nouvelle découverte. Puisqu'elle a commencé par insulter l'école publique et finalement elle a évité Parcoursup pour que ses enfants puissent aller à Stanislas. Et aujourd'hui, elle annonce qu'elle se déporte de ce dossier, mais à force de se déporter de ces dossiers, elle aura bientôt un ministère où elle n'aura plus rien à gérer. Et effectivement, la lutte contre les inégalités, si ça passe par plus de moyens pour l'éducation nationale, c'est aussi une augmentation des salaires, c'est aussi un meilleur partage des richesses, c'est aussi un blocage des prix. Parce que moi, je demande à ce qu'on m'explique comment un enfant qui ne mange pas le soir chez lui, parce que ses parents n'ont pas les moyens de remplir le frigo, dont le seul repas est à l'école, en quoi ça va changer son quotidien d'avoir une tenue qui ressemble à celle de son voisin? À quoi ça va améliorer son quotidien? En quoi on va pouvoir lutter contre aujourd'hui les inégalités qui fracturent et ravagent la société? Si ce gouvernement veut lutter contre les inégalités, il faut partager les richesses. Et là aussi, les chiffres sont accablants. Ils ont été publiés il y a quelques jours. Les 4 milliardaires français les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 87%. 87% depuis 2020. Les actionnaires ont vu ce qu'on appelle les rachats d'actions et les dividendes atteindre un niveau record, là aussi en 2023. C'est plus de 30% par rapport à l'année 2022. Dans un pays où quand même, il faut le rappeler, un Français sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Français sur 4 a déjà renoncé à se soigner parce que ça coûte trop cher. Où 20% des étudiants sautent des repas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir. Où on a 40% des étudiants qui travaillent dans ce pays parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur logement et qu'il n'y a pas assez de logements Crous. Où nous avons 12 millions de personnes en précarité énergétique. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a eu comme seule réponse d'annoncer une augmentation du tarif de l'électricité de 10%. Et vous avez sans doute vu Bruno Le Maire qui venait à la télé, tout sourire, annoncer que finalement, il n'y aurait une augmentation que entre 8,7 et 9,6 et qu'on avait réussi à encadrer l'augmentation. Mais qui peut aujourd'hui dans ce pays, avec des salaires écrasés? Vous avez le Parisien ce week-end qui a donné les 20 produits de consommation que les gens achètent en général et qui a parlé de l'augmentation sur les 2 dernières années. On a des produits qui ont augmenté de 45, 50, 60%. Qui peut aujourd'hui se permettre d'avoir une facture d'électricité qui augmente de 10%? Mais là aussi, d'autres choix sont possibles. Nous pouvons sortir du marché européen de l'énergie, nous pouvons porter un pôle public de l'énergie, nous pouvons porter un grand service public de l'énergie. Et enfin, c'est la même chose qu'avec le logement. C'est que l'énergie est un bien et l'énergie est un droit. Et il ne doit pas répondre à des logiques marchandes. Il doit être accessible à chacune et chacun d'entre nous et ne doit plus simplement être regardé à l'aune d'un tableur Excel qui permettra de dégager des profits et des dividendes pour les verser à quelques personnes. Mais encore une fois, là aussi, nous mobiliserons et nous mènerons une campagne à l'échelle de la circonscription pour faire en sorte de s'opposer à cette taxe de 10% qui est un scandale absolu, qui est venu sur un coin de table. Emmanuel Vargon, qui est quand même l'ancienne ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, est venu ce matin à la télé dire c'est une décision politique, c'est une décision du gouvernement. Le gouvernement avait les moyens de faire autrement, mais il a choisi de se plier à la Commission européenne qui, dans un document qui a été transmis aux parlementaires et au gouvernement français, a demandé à ce que les mesures de bouclier tarifaire qui étaient déjà largement trouées soient annulées et qu'il y ait un redressement par rapport aux cadeaux. C'est les mots qui ont été utilisés par la Commission européenne pour faire en sorte que les caisses de certains soient renflouées. Donc c'est un véritable scandale. Vous le voyez, beaucoup d'actualités, beaucoup de mobilisation, beaucoup de batailles à mener contre un gouvernement qui déteste le peuple français, qui déteste les citoyens de ce pays et qui est uniquement là pour servir les intérêts de quelques-uns, qui est là pour servir les intérêts des grands patrons. Et la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre ou porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron, on ne sait pas trop, puisqu'on n'a toujours pas eu de discours de politique générale. Ça sera le 30 ou le 31 janvier. Il n'y aura pas de vote de confiance, comme c'est l'usage dans les démocraties parlementaires de ce monde. Nous déposerons donc une motion de censure qui est un moyen pour chaque député de se prononcer sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. Mais je vous demande de vous arrêter un moment sur ça, parce qu'il nous rabâche à longueur de journée la démocratie, le respect du Parlement, le respect des lois. On est dans un pays où on a eu un gouvernement nommé il y a maintenant quasiment 10 jours. Il n'y a toujours pas le reste des secrétaires d'État qui doivent être annoncés. Le discours de Gabriel Attal sera à la fin du mois de janvier.
Emmanuel Macron est venu parler des objectifs avant le Premier ministre. Avant le Premier ministre. Ce qui en dit long, une fois de plus, sur ce que nous dénonçons depuis des années. Une 5e République qui est à bout de souffle et un président qui aujourd'hui décide de tout et tout seul. Et là aussi, pour nous, l'important, c'est de passer à une 6e République qui redonne un pouvoir au peuple, qui redonne de la respiration démocratique à ce pays, car nous en avons besoin. Et enfin, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais donner 2 sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. J'étais, il y a quelques jours, vendredi de mémoire, au procès de Théo à Bobigny. Ce jeune homme qui a été victime de violences policières, qui aujourd'hui souffre d'une infirmité à vie, qui a un besoin de soins permanent, qui, comme il l'a dit lui-même, sa vie est détruite. Et nous avons un sujet dans ce pays avec la question des violences policières, avec la question du comportement de la police, et singulièrement dans nos quartiers populaires, singulièrement ici, en Seine-Saint-Denis. J'ai porté il y a quelques semaines, dans le cadre de la niche parlementaire, une proposition de loi pour abroger ce qu'on appelle l'article du Code de sécurité intérieure dans les cadres des refus d'obtempérer qui permet aux policiers de tirer. Depuis le 1er janvier 2022, il y a 15 personnes dans ce pays qui sont décédées suite à des tirs de policiers pour des refus d'obtempérer. Je les ai toutes reçues, ces familles, à l'Assemblée nationale. Et je vais continuer à mobiliser sur ces questions-là. Le 7 février prochain, je vais organiser un colloque à l'Assemblée nationale sur la question des violences policières qui sont aussi inscrites dans un contexte de répression d'État. Pas que sur la question des quartiers populaires, mais y compris sur la question du mouvement social. Et j'en profite pour saluer la présence de plusieurs camarades, Jordan par exemple et Cédric, qui sont des camarades de la CGT Énergie, qui ont été en pointe pendant la bataille sur la réforme des retraites et qui ont été victimes d'une répression et qui seront là à mon colloque pour en témoigner. Et nous aurons une deuxième table ronde sur la question de l'importance de documenter et de filmer. Et on aura notamment Michel Zecler qui viendra intervenir. C'est un producteur de musique qui avait été passé à tabac par des policiers. Et sans la caméra à l'intérieur de son studio qui s'était déclenché toute seule, il aurait été aujourd'hui sûrement en prison. Donc il faut continuer à se mobiliser sur cette question des violences policières. Et enfin, une échéance électorale qui approche dans quelques mois, je le dis tranquillement, qui souvent ne passionne pas les foules. C'est la question des élections européennes, qui est pourtant une échéance politique cruciale, parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne, les lois qui sont votées et les décisions de l'Europe, elles ont des conséquences directes sur la vie des gens et des citoyens français. Et face à un score annoncé très haut de l'extrême droite, dans une liste qui est donnée entre 30 et 40% selon les sondages, face à une Macronie dont le chef de file sera probablement, d'après ce qu'on sait, Olivier Véran, ce qui n'est pas gage de score très haut au regard de la popularité de l'ancien ministre de la Santé, nous avons, je crois, la responsabilité de conduire une liste unie à gauche aux élections européennes. Et je le redis ici, nous avons fait une proposition qui est celle d'avoir la NUPES, telle que nous l'avons vécue aux élections législatives, qui a constitué un espoir dans ce pays, qui a permis que je sois aujourd'hui parlementaire, qui a permis que nous ayons 12 parlementaires en Seine-Saint-Denis, qui a permis que nous en ayons plus de 140 à l'Assemblée nationale, qui a fait venir aux urnes des gens qui ne votaient plus, parce qu'ils nous posaient toujours la question, je l'ai vécu comme militant pendant des dizaines d'années, vous avez quasiment le même programme, les mêmes idées, mais vous n'êtes pas rassemblés, pourquoi vous ne partez pas ensemble? Je crois que face à cette situation, moi je n'ai pas envie de me réveiller le soir des élections européennes avec un Jordan Bardella à 40% et 4 listes de gauche entre 5 et 10%, parce que c'est une possibilité que ça se passe comme ça. Parce qu'il y aura une gueule de bois terrible, et parce que ça sera aussi des élections qui préparent les échéances d'après. Et une extrême droite qui fait 40% à une élection, c'est un tremplin pour la suite. Et je crois que notre responsabilité de dirigeants, de militants politiques, c'est de continuer à porter l'union. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, ce n'est pas toujours facile. Mais je crois que l'urgence de la situation, la gravité des politiques qui sont menées face à nous, le fait que l'alliance entre la droite et l'extrême droite, qui se dessinait à très distendu, est aujourd'hui quasiment réalisée. La France est le dernier pays d'Union européenne où il n'y a pas, soit dans les départements, soit dans les régions, soit au niveau national, une alliance entre la droite et l'extrême droite. C'est aujourd'hui le dernier pays d'Europe qui n'a pas un exécutif, quel que soit l'échelon, où il y a une convergence officielle politique entre ces courants politiques. Et si nous ne voulons pas que ça arrive, puisque Gérald Darmanin s'est donné pour mission de faire le trait d'union
entre le Rassemblement national, la droite et une partie des macronistes, il faut opposer une alternative politique. Et les gens se mobilisent quand ils pensent qu'on a une capacité de gagner, quand ils pensent qu'on a une capacité de changer les choses et de faire des scores importants. Et donner 4 listes, alors que nous étions unis il y a quelques mois, alors que nous avons peut-être quelques différences, mais sur la très grande majorité des idées, nous partageons les mêmes idées, y compris sur les politiques européennes à mener, y compris sur la désobéissance des traités, y compris, j'évoquais sur la question du service public de l'énergie. Nous partageons les mêmes positions. Et nous avons la responsabilité d'être unis, parce que c'est aussi un moyen de protéger toutes celles et ceux qui, demain, pourront subir les conséquences dans leur chair des politiques qui seront menées par une droite et une extrême droite au racisme décomplexé. J'entends des propos sur les plateaux télé que je n'ai pas entendus depuis des années. J'entends des ministres tenir des propos que je n'ai jamais entendus tenir dans une hémicycle. On a fait rentrer au gouvernement une ministre qui s'appelle Vautrin, qui est venue dire pendant les révoltes urbaines qu'il y avait des soucis dans les quartiers parce qu'on ne pouvait plus acheter de tranches de jambon au pied de son immeuble. Voilà aujourd'hui les gens qui nous gouvernent. Donc l'union est une nécessité. L'union sur un programme de rupture, évidemment, mais je crois que nous l'avons tous en tête, c'était le programme qui nous a conduit à mener campagne ensemble aux élections législatives. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à faire en sorte que nous soyons unis et déterminés, à nous mobiliser et à gagner ensemble pour ne jamais laisser prospérer l'extrême droite et la droite, pour ne jamais laisser prospérer les idées de haine et les idées racistes qui, quand elles infusent dans la société, donnent à voir à des choses qui sont absolument abominables. Nous sommes passés il y a quelques jours à quelques minutes d'un drame où vous avez peut-être vu, ça a été filmé par une caméra de vidéosurveillance, un homme a tenté d'aller incendier une mosquée au moment de la prière. Les gens qui tiennent des discours racistes, qui alimentent les haines sur les plateaux télé, qui sont en train de montrer du doigt nos compatriotes de confession musulmane, sont directement responsables derrière des violences qu'il y a et des actions racistes qui sont organisées. Et il faut lancer un message, nous ne céderons jamais là aussi, face à toutes celles et ceux qui veulent dresser les gens les uns contre les autres, qui vont nous faire croire que le problème, c'est le musulman, c'est le juif, c'est celui qui n'a pas de papier, c'est celui qui n'a pas de travail parce qu'il a pris ton logement. Le problème de ce pays, c'est le capitalisme. Le problème de ce pays, c'est la question du partage des richesses. Le problème de ce pays, c'est qu'on a aujourd'hui une minorité qui se gave quand une majorité souffre. Et pour reprendre notre destin en main, il faut exercer le pouvoir, il faut gagner les élections. Et le chemin pour la victoire, c'est le chemin du rassemblement. Merci.